Hello la Miam Miam Family, comment allez-vous aujourd'hui? Moi c'est pas la grande forme parce que je dois vous raconter, comme promis à la dernière vidéo, je dois vous raconter ce qui s'est passé après la troisième fausse couche que vous avez dans la précédente vidéo. Je crois que c'est la vidéo numéro 8. Voilà. Donc je vous disais qu'on a eu donc cette troisième fausse couche qui s'est passé autour de la 9e SA, 9 SA et quelque chose, et que le bébé a été évacué avec le traitement Cytotec, voilà. Ils m'ont aidé à expulser le bébé, l'embryon étant à l'hôpital. Et que voilà, après tout avait été nettoyé, j'étais rentrée. Et quelques jours après, je devais aller en vacances. Voilà, je devais quitter l'Italie pour me rendre dans plusieurs pays, en Allemagne, en Belgique, en France, en Espagne. Donc on avait prévu de faire le tour de 4 pays et de profiter à fond de nos vacances, malgré l'événement triste en fait. Le voyage, à la base, c'est supposé être un voyage joyeux, mais finalement c'est un voyage de repos. Et donc voilà, ils ont fait tous les tests nécessaires après la fausse couche. Ils m'ont dit voilà, les taux sont rentrés à 0, ça va, et voilà, la vie reprend son cours. Et j'attends le retour de couche tout simplement qui devrait se présenter pendant que je serai en voyage parce que j'étais partie pour un mois avec mon chéri. Donc on part en voyage, voilà. Les médecins nous disent qu'il n'y a plus rien à faire, voilà, comme visite gynécologique. Mais que si jamais on avait une urgence, on pouvait voilà, consulter en urgence gynécologie dans les autres pays européens où on aurait été. Donc on part en voyage, on essaye d'avoir des vacances le plus tranquille possible. C'est juste que moi, à un moment, pendant les vacances, je me sens bizarre. Et voilà, au bout quand même d'un certain nombre de temps, je dis à mon mari, mais je crois que c'est pas quand même normal que j'ai pas encore eu de retour de couche. Voilà. Et déjà, il faut noter que après tout ça, on m'a remis donc rebelote sur la thérapie hormonale que je prenais d'habitude. Vu que sans cette thérapie hormonale-là, je peux pas avoir mes règles dans tous les cas. Donc, il n'était pas normal pour moi que je sois sous ma thérapie hormonale habituelle pour pouvoir avoir un cycle menstruel normal, voilà, juste pouvoir fonctionner normalement. Parce que voilà, une jeune femme, si vous n'avez pas de règles, vous avez aussi d'autres points de santé qui vont se présenter. Et donc je dis, mais c'est pas quand même normal, c'est pas comme si j'étais pas sous traitement pour avoir des dysménorrhées ou des aménorrhées et tout. Donc pourquoi il n'y a pas de règles en fait? Pourquoi je n'ai pas encore mon retour de couche? Ça m'inquiète un tout petit peu, vous voyez. Et lui, il essaye d'être rassurant que voilà, il y a eu la fausse couche, il y a eu le voyage, il y a eu beaucoup de chamboulements, donc ça peut s'expliquer en gros. Mais moi, pendant le voyage, je sais pas, je, je lui dis, j'ai l'impression d'être encore enceinte. Enfin, mon corps me donne l'impression d'avoir encore des symptômes. Et ça, on m'a expliqué que c'était normal après avoir subi une fausse couche. C'était assez récent. D'il y a quelques... Bon, c'était normal en gros, quoi. On est allé dans un hôpital, je crois... Je sais pas si c'était en Belgique ou en Allemagne. Et le médecin nous a dit non, voilà, c'est parce que c'est une fausse couche qui est récente. Et donc, il peut avoir des résidus. Voilà, le corps manifeste encore quelques symptômes, mais ça va aller. Voilà, que je m'inquiète pas. Je vais avoir mon retour de couche d'un moment à l'autre. Voilà. Et je me rappelle, on va chez une amie. Bon, je n'ai pas le droit de boire d'alcool avec le traitement hormonal que je prends. Mais ce jour-là, exceptionnellement, après, c'était pas grand-chose. Je me suis accordé un verre de cidre et un autre verre d'autre chose, en tout cas. Et après, je rigole et je lui dis, écoute, j'ai des symptômes assez bizarres. Ça me fait comme si j'avais encore mon bébé dans mon ventre. Bon, après, elle a rigolé et puis elle m'a dit, bon, ben, tu seras une maman qui s'est saoulée. Alors après, certaines femmes découvrent qu'elles sont enceintes après avoir consommé beaucoup d'alcool même, hein. Donc elle m'a dit, t'inquiète pas, après c'est qu'au début. Puis on a rigolé et je lui ai dit, bon, c'est pas possible de toutes les façons puisque je viens de perdre un enfant. Donc on progresse dans notre voyage, on va dans d'autres pays, on fait plein de trucs, on fait plein d'activités, on fait des sorties de musées, on va visiter plein de lieux touristiques. Et il se passe que j'ai vraiment un gros coup de nausée et je me mets à vomir, je me sens fatiguée,
Je me sens bizarre. Et je dis à mon mari, mais tiens, c'est pas normal tout ça. On était à Toulouse à ce moment-là, quand vraiment je me sens très mal, quoi. On était à Toulouse, dans le sud de la France. Et je me rappelle, c'était un après-midi, on se baladait avec notre fils et tout. Et je tombe dans un supermarché qui vendait des tests de grossesse à 1 euro. Et je dis, ah ben waouh, super, en France, ça coûte plutôt moins cher les tests de grossesse. Bon ben, en rigolant comme ça, je lui dis, bon ben, achetons-en deux. Si on en achète deux, il dit, mais qu'est-ce que tu vas en faire de toutes les façons? Tu vas avoir ton retour de couche d'un moment à l'autre. Qu'est-ce qu'on fout avec les tests de grossesse? Et puis on a été assez traumatisés, franchement, ne pensons plus à ça. Et moi, je lui ai dit, mais ça te fait pas bizarre que je me sente comme je me sens là depuis ces derniers temps? Je me sens bizarre, en fait. Lui, bon, du coup, nous, on se dit, bon, on a eu le retour de couche. On n'a pas eu de retour de couche. On est traumatisé, on est en vacances. Et les 2 rapports sexuels qu'on a eus ont été des rapports sexuels protégés, du coup. On ne sait même pas pourquoi, hein, mais on s'est dit, peut-être parce qu'on était traumatisés, on s'est dit, il faudrait même plus qu'il y ait je sais pas, qu'il y ait eu une possibilité de revivre un truc comme ça. Mais on était en attente de notre retour de couche, mais on avait eu des rapports sexuels protégés, on avait mis un préservatif, voilà, pendant les vacances. Chose qui ne nous arrivait pas souvent, en tout cas. On ne sait pas pourquoi on a même voulu faire ça. Peut-être c'était une réaction post-traumatique pour nous, hein. Donc lui, il me dit, bah après on a eu quoi, juste 2 rapports sexuels protégés depuis le début des vacances. Pourquoi en fait on va faire... Bon, on rigole et puis après il me dit, tu sais quoi, prends quand même les 2 tests et tout. Je sais pas ce que tu veux faire comme expérimentation et tout. Et puis lui il m'a dit, bon ben tu vas faire pipi sur un test et moi aussi je vais faire pipi sur l'autre test. Je lui dis, mais toi t'es un homme, qu'est-ce que tu vas foutre avec le test de grossesse? Donc on a pris ça comme une blague en fait. Du coup on s'est dit, ça coûte que 1 euro. On va acheter pour le fun et finalement on sort du magasin avec 3 tests au lieu de 2. Et on est allé manger dans un restaurant et moi je voulais pas attendre. Je lui ai dit, écoute, je rigole, je vais faire pipi sur un des tests dans les toilettes du restaurant. Et à ma grande surprise, à peine j'ai commencé à faire pipi sur ce test-là, je vous dis, j'étais encore en train de faire pipi sur le test, hein. Il est devenu positif. Bon, j'ai cru que je rêvais. Alors je reviens à ma table dans le restaurant et je lui dis, c'est bizarre, le test est positif. Il me dit, bon, ça c'est la rigolade quand même. On vient d'avoir une fausse couche, on est en train d'attendre un retour de couche. Donc, je veux dire, logiquement parlant, quand est-ce que tu as eu une ovulation, puisqu'on n'a pas encore eu de retour de couche, on n'a pas encore eu de règles et tout. Il m'a dit, mais non, si ça se trouve, c'est les résidus de l'autre grossesse qu'on vient de perdre. Et je lui ai dit, ben non, rappelle-toi qu'ils ont fait tous les tests et qu'ils ont fait 2 fois le BTHCG, le test sanguin pour l'hormone de grossesse, et c'était revenu à 0. Il me dit, ouais, peut-être qu'ils se sont trompés. Bon, écoute, tu sais quoi, prends un deuxième test, va refaire pipi et tout. Et je lui ai dit, non, laisse tomber, on va faire ça demain matin. Et donc, pendant la nuit, je sais pas, ça cogite dans ma tête. Et puis, on se dit surtout qu'on a eu 2 ou 3 rapports sexuels protégés là, depuis le début des vacances. C'était même d'ailleurs la première fois depuis je sais pas combien d'années qu'on avait des rapports sexuels protégés. Et nous, on se dit, mais ça n'a pas de sens, on est intrigués. Dans en plein milieu de la nuit, on se dit, bon, on va refaire un test. Et est-ce qu'on était à l'hôtel? Je me souviens pas. On refait un test en plein milieu de la nuit. Et aussi, il est positif. Et enfin, non, on se dit, c'est pas possible en fait. Voilà. Et donc, on attend aux premières heures du matin. Du coup, on fait le troisième test, vu qu'on avait acheté 3 tests, les tests à 1 euro. Et lui aussi, il est positif. Et donc, on se met à cogiter, on se dit, mais c'est pas possible. 3 tests positifs, ça peut pas être 3 fois des faux positifs quand même. Mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On est en attente de notre retour de couche après la fausse couche qui date d'il y a peu de semaines seulement. Euh, Puis on a eu 2 ou 3 rapports sexuels protégés. D'ailleurs, jusqu'à présent, on se demande encore pourquoi est-ce qu'on s'était protégé de toutes les façons. Je crois qu'on était tellement traumatisés par tout ce qu'on avait vécu que quand on a voulu revivre une sorte d'intimité, on s'est dit comme ça par réflexe, peut-être une réaction post-traumatique, on devait se protéger. Et donc, justement, ça n'expliquait d'autant pas. On était dépassé en fait.
Et je crois, en soirée de ce jour-là, on devait partir pour Paris, on devait visiter, donc on devait partir de Toulouse pour Paris. Et puis de Paris, on devait aussi partir pour la Normandie, on devait visiter la haute et la basse Normandie et tout. Donc on avait encore beaucoup de choses à voir, quoi. Et on savait pas quoi faire en fait. Et en Normandie, on devait aussi s'arrêter voir des amis. Et donc, voilà, je crois qu'ils se sont passés 2 ou 3 jours comme ça. On se demandait quoi penser réellement. Et du coup, on s'est confié à ces amis-là, je crois, à la femme de notre ami, en fait, à sa compagne, voilà. Et on lui a raconté, ben, nous, il nous est arrivé ça. Puisqu'en fait, elle était au courant de la fausse couche qu'on venait de vivre. En fait, elle savait. Et donc, on lui dit, ben, écoute, c'est bizarre là, parce que après l'Allemagne et la Belgique et tout, quand on est arrivé à Toulouse, je me sentais bizarre. Et puis, on a fait des tests et on lui raconte ce qui s'est passé. Et elle me dit, non, mais c'est pas possible, de toutes les façons, franchement, ça peut pas arriver, vous inquiétez pas et tout. Et moi, je lui dis, c'est quand même bizarre parce que je sais plus quoi penser finalement. Est-ce que mon corps me joue des tours? Et pendant qu'on est chez elle, je continue à me sentir mal. J'ai des frissons, j'ai beaucoup de nausées, je suis fatiguée, je somnole beaucoup, j'ai envie de rien, les choses n'ont pas vraiment de goût dans ma bouche et surtout je vomis beaucoup. Et je crois qu'à un moment, s'il y a un autre ami qui s'inquiète, il dit, mais pourquoi est-ce que elle est dans cet état? Je crois qu'il lui pose aussi des questions. Il dit, mais entre filles, est-ce que vous avez parlé? Est-ce qu'elle va bien et tout? Moi, je crois qu'elle, à un moment, elle a même dû penser que je racontais des conneries parce que quelques semaines après, elle m'a dit en fait elle n'avait pas cru en ce que moi je lui avais raconté. J'avais peut-être fait semblant d'avoir finalement fait une fausse couche. Je lui ai dit, mais tu te plantes, ma chérie, parce que bah j'aurais eu quelle raison en fait? Je crois elle s'est pas peut-être rendue compte de l'indélicatesse, voilà, de ce qu'elle avait dit et pensé avec une autre amie proche à elle. Bon, je leur en veux plus, mais sur le coup, ça m'avait vraiment peiné qu'elles aient même pu penser ça, que j'ai menti sur une fausse couche ou quoi que ce soit. Et donc, elle avait un test chez elle, comme ça qu'elle tenait. Elle m'a dit, bon, ben, elle refait ce test-là et puis on verra. Ben, même ça, c'était positif, quoi. Et heureusement, la semaine qui suivait, nous, on serait rentré chez nous. On serait rentré en Italie. Donc, moi, dès que je suis arrivée en Italie, je suis allée directement à l'hôpital. Le médecin n'a même pas voulu faire de test, hein, parce que quand je lui ai raconté ce que je lui ai raconté là, lui, du coup, il a paniqué. Il m'a dit, c'est pas normal. Écoute, viens, là, on a compté le nombre de temps qui s'était passé depuis la fausse couche. On était à 1 mois ou environ 5 semaines comme ça. On était à 4 ou 5 semaines depuis la fausse couche. Et donc, il pose la sonde, il envoie la sonde, voilà, endovaginale. Et il me dit, ben, écoute, ne panique pas sur ce que je vais te dire, mais je vois une poche. Il y a un embryon en pleine formation. Et là, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi cette histoire? Donc, on essaye de se calmer tous. Le rendez-vous le lendemain, test de grossesse, c'est positif. Et là, l'équipe médicale, je crois qu'eux aussi, ils étaient perdus, comme nous. Alors, une des doctoresses dit, est-ce qu'on n'est pas là face à une grossesse extra-utérine? Mais même comment est-ce que ça est arrivé? Et son collègue lui dit, mais non, extra-utérine, comment si moi j'ai vu une poche utérine? En fait, c'était tellement embrouillé. Nous, en fait, on se demandait à la fin pourquoi la nature décidait de blaguer avec nous, en fait. Pourquoi la nature décidait de jouer avec nos nerfs, d'épuiser mon corps. On ne comprenait plus rien. Et puis, on leur disait, mais on n'a pas eu de retour de couche. On n'a pas... Puis l'autre docteur qui dit, bon, peut-être qu'il y a eu une ovulation qui est passée. Et du coup, la première ovulation qui est passée, vous avez fait un truc et vous avez eu une grossesse. Et puis, nous, on lui dit, ben non, en fait, on s'est protégé. On s'est justement protégé après la troisième fausse couche. On s'est protégé, on n'a eu que 2 ou 3 rapports sexuels pendant toutes ces vacances-là parce qu'on était tellement traumatisés qu'on a voulu se protéger. Et je me rappelle, c'est moi qui ai insisté pour la protection. Et eux, en fait, ils étaient tout aussi perdus que nous. Hein. On vous promet qu'ils étaient perdus que nous. Donc là, ils ont décidé qu'on devait laisser passer quelques jours et revenir à l'hôpital.
Donc, je crois qu'ils nous ont donné rendez-vous une semaine après ou quelque chose de ce genre. Et j'avais juste des douleurs, voilà. J'avais des douleurs utérines. Mais du coup, vu qu'on ne savait pas ce qu'il en était, ben, personne ne pouvait rien faire en fait. Donc, une semaine après, on refait l'échographie. D'abord, on fait le test de grossesse. On refait dans le bêta HCG. En fait, j'ai eu des problèmes en enregistrant. Donc, on refait le bêta HCG. Je crois qu'ils nous ont fait faire un test. Ils nous avaient donné une ordonnance pour faire un test 2 jours avant le rendez-vous. On a fait un test. Les taux étaient assez élevés. Et au laboratoire, ils nous ont dit, ben, des taux aussi élevés, ça semble être une grossesse gémellaire. Le laborantin nous a dit ça, et puis on a rigolé en fait, vous voyez. Et puis mon mari qui dit au laborantin, ma femme elle est jumelle et dans sa famille ils sont que des jumeaux, son père est jumeau, ses cousins sont jumeaux, les sœurs de son père sont jumelles et tout. Donc on s'est mis à rigoler comme ça, vous voyez, on est passé à autre chose. Et donc, quand on arrive à l'hôpital, finalement, au jour du rendez-vous, eux, ils font un test. Et le test montre que, je sais pas, je me rappelle pas où le résultat, en fait, comparé à ce qu'on avait fait 2 jours avant, là, ça stagnait ou ça avait légèrement diminué. Je me souviens plus trop, en fait. Et là, la doctoresse qui me dit, je n'aime pas ça. Pour moi, ça sent pas bon. Euh, ou on est en face d'une grossesse gémellaire qui se passe mal, ou on est avec une grossesse extra-utérine en cours. Mais comment est-ce possible si on a vu un sac embryonnaire dans l'utérus? Donc, rebelote, ils font l'échographie. Et franchement, on n'en revenait pas. En fait, il y avait effectivement 2 embryons. Un embryon était placé comme il faut dans l'utérus. Et l'autre embryon, lui, était placé en dehors de l'utérus. Donc, il y avait une grossesse extra-utérine et une grossesse utérine. Je crois qu'ils ont appelé ça une grossesse hétérectope, je sais pas, hydrotopique. Je me souviens plus le terme scientifique, franchement. Si quelqu'un passe par là et qui se souvient du terme, ce qui c'est le terme scientifique, je sais pas si c'est grossesse euh, hétérectopique ou hétérotopique, un truc de ce genre. Gravidanza heterotopica. Je sais pas, j'essaie de traduire de l'italien vers le français, mais c'est un truc du genre. Donc, c'est une grossesse gémellaire. Voilà, c'est des 2 embryons fécondés le même jour, c'est 2 bébés. Juste qu'un bébé est placé dans votre utérus, normalement, et l'autre bébé, il est placé hors de votre utérus. Il est mal placé, en fait. Et il fallait faire quelque chose, du coup, parce que l'autre ne pouvait pas rester où il était, vu comment c'était, parce que c'était risqué. On sait tous les risques de la grossesse extra-utérine, je vous dis plus rien. Vous avez des risques, voilà, d'hémorragie, de mort pour la maman et tout ça. Donc, il fallait intervenir rapidement. Et je crois que ce jour-là, je suis seule. Non, on est 2. Et donc, on m'a donné rendez-vous pour le lendemain. Parce qu'il fallait faire vite. Ou est-ce qu'ils ont voulu faire une intervention ce soir-là et moi, j'avais peur. Et donc, j'ai préféré me préparer pour le lendemain. Et entre-temps, il y a eu un accident de train. Non, il ne faut pas que je m'embrouille. L'accident de train a eu lieu après l'intervention. En tout cas, ils ont dû procéder à une intervention pour, du coup, ôter la grossesse extra-utérine, enfin, le bébé qui était extra-utérin. Et ils nous ont dit qu'il y avait un risque que l'autre bébé ne tienne pas. Quand ils essayent de faire la datation, c'est la chose la plus amusante dans cette histoire. C'est que quand ils font la datation, ils nous disent que ces bébés-là ont été conçus la veille du jour où le battement cardiaque de l'autre bébé a disparu. Donc, en gros, les 2 bébés actuellement ont été conçus quand l'autre bébé qu'on venait de perdre était encore dans mon ventre. Leur datation correspond à cette période-là. Donc, du coup, nous, on leur dit, ben, c'est pas possible, vu qu'à cette date-là, la date du 15 mars, ben, on portait encore l'autre bébé
dont on a perdu les battements. Donc, comment est-ce possible? Comment est-ce possible? C'est juste pas possible, en gros. Et en tout cas, quand ils font leur datation, nous, ça n'a pas de sens. En fait, on leur dit, mais il est impossible que vous datiez cette grossesse en disant que, en fait, eux, selon eux, hein, les deux bébés ont été conçus 2 jours avant qu'on ne perde le bébé dont on venait de faire la fausse couche. Ce qui était juste illogique. Donc, on les a conçus pendant qu'on avait encore dans le ventre le bébé qu'on venait de perdre. À, ce qui est anormal. Et même après la fausse couche, qu'ils nous ont donné du cytotec, le cytotec a tout évacué. L'embryon est tombé, ils l'ont vu. Ils nous ont fait des bêta-HCG par 2 fois, à plusieurs jours d'écart. Et les taux étaient revenus à 0 avant que nous on ne parte en voyage. Donc, ça n'a juste pas de sens. Et parce que nous, on se disait, bon, au pire des cas, ils vont nous dire, les bébés, quand on essaye de les dater, ils ont été conçus pendant que vous étiez en voyage. Mais non, eux, ils nous disent, en fait, les bébés ont été conçus avant notre départ en voyage. Ils ont même été conçus, en fait, avant la fausse couche qu'on venait d'avoir. Ils ont été conçus quand on portait encore l'autre bébé. Donc, même à leurs yeux, c'était pas logique. Et de deux, il y a déjà ça qui n'allait pas. Mais de deux, nous, en fait, on a utilisé des préservatifs pendant qu'on était en voyage. Je crois que de toute notre vie maritale, c'était l'une des rares fois où on utilisait les préservatifs parce qu'on était traumatisés, parce qu'on venait de vivre, mais qu'on avait aussi besoin de se retrouver dans notre intimité aussi. Et on s'évitait un peu, mais bon, il y a quand même eu 2 ou 3 fois où on a fait des choses, mais c'était protégé. Ils nous ont dit, voilà, ça pouvait arriver, voilà, il y a quand même des histoires de bébés conçus sous préservatif, on ne sait pas comment. Il n'y a pas eu d'erreur de manipulation de notre part au niveau des préservatifs, il n'y a pas eu rupture d'un préservatif, il n'y a pas... Donc, rien ne s'expliquait en fait, hein. Rien ne s'expliquait. Et moi, je pense même que limite, si mon chéri n'avait pas confiance en moi, il aurait pu commencer à s'imaginer que, bah, voilà, je suis allée faire des affaires ailleurs. Mais je vous le dis comme ça, je vous le raconte de manière linéaire, comme ça, et ça a l'air facile à raconter. Mais on était vraiment perdus. C'était un tumulte de beaucoup de choses, trop de bouleversements en très peu de temps. On n'y comprenait rien. Eux, ils nous ont dit qu'il fallait vraiment que dans l'urgence, on évacue la grossesse extra-utérine. En fait, le bébé extra-utérin, celui placé hors de mon utérus, vu que j'avais des douleurs et que la matinée de ce jour-là, quand même, j'avais commencé à avoir un peu de saignement. Et ils nous ont dit qu'il était probable que, en intervenant pour évacuer l'embryon qui était situé hors de l'utérus, donc la grossesse extra-utérine, il était probable qu'en voulant retirer cet embryon-là, bah, qu'on endommage l'autre embryon et qu'il ne tienne pas et donc on perde les 2 bébés. Mais il était aussi possible que l'autre bébé tienne quand même. Donc, j'ai eu une intervention. Voilà, j'étais enceinte. C'est confirmé que j'étais vraiment enceinte. Et j'ai eu une intervention. J'ai eu une intervention. On ne va pas rentrer dans les détails de l'intervention. Mais ils ont pu ôter l'embryon qui était situé hors de l'utérus. Il y a eu de gros saignements et il fallait, je crois, attendre le lendemain pour faire une échographie post, je crois, nettoyage, ils appellent ça. Et c'est à cette échographie qu'on aurait pu savoir si l'embryon situé dans l'utérus, lui, il avait tenu ou pas. Et heureusement pour nous, et pour notre bébé 2 du coup, l'embryon avait tenu. Et il fallait attendre quelques semaines, beaucoup suivre son évolution pour voir si tout se passait bien. Et donc, on a repris toute la panoplie de choses qu'on a fait à la grossesse, fait au bébé 1. Donc, les traitements hormonaux, suivi en endocrinologie, suivi en hématologie, je crois. Parce que j'étais très anémiée. C'était un type d'anémie assez particulier. On ne comprenait pas parce que je prenais des compléments, ça ne marchait pas. Et suivi en gynécologie, unité de grossesse à risque. Voilà, ils nous ont aussi dit que des cas comme ça de grossesse, je ne sais pas si c'est hétéroctopie ou je ne sais pas trop, en tout cas vous avez compris, de grossesse où on a un embryon situé dans la cavité utérine et un embryon situé hors de l'utérus, donc extra-utérin.
C'est des cas qui pouvaient arriver chez des personnes qui prennent un traitement hormonal, ce qui était mon cas. C'est des cas très très rares, mais qui peuvent arriver surtout chez des femmes qui prennent un traitement hormonal. Donc c'est peut-être le traitement hormonal qui expliquait ce phénomène qu'on venait d'avoir. Maintenant, quant à la datation, comment est-ce que j'ai pu concevoir ces bébés-là pendant que je portais l'autre bébé qu'on venait de... En fait, ça ne s'expliquait pas. Personne ne nous a jamais donné une explication logique jusqu'à ce jour. On n'a rien compris. Ils nous ont juste dit, bah, finalement, la nature, hein, elle est suprême. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Et donc, voilà comment on attendait bébé 2. J'ai été suivie de très près. Et donc, j'ai eu l'autre traitement hormonal qu'on me donne pendant la grossesse. Je l'ai eu directement pour éviter du coup que mon adénome ne grossisse et me rende aveugle pendant ma grossesse. Parce qu'en fait, la grossesse est un facteur de risque pour l'adénome et pour l'hyperprolactinémie aussi. Et du coup, il fallait à tout prix me donner ce traitement-là, même si j'étais enceinte. Et donc, j'ai dû donc prendre mon traitement hormonal pendant ma grossesse, rebelote, la progestérone. Et là, voilà, le gynécologue s'est aussi rendu compte que, en faisant certaines analyses, il s'est rendu compte que j'avais peut-être des problèmes de fluidification au niveau de mon sang. En fait, c'est pourquoi j'étais aussi suivie en hématologie, en fait, je crois, parce que ils se sont rendus compte que en fait, j'avais des problèmes de coagulation sanguine, en gros. Et que ça expliquait aussi, en partie, en concomitance avec le problème hormonal, ça expliquait les fausses couches. Mais ça, je vais vraiment revenir dessus pour bébé 3 parce que c'est plus tard, quand j'attends bébé 3 qu'on découvre réellement le problème, quoi. Donc là, il avait quand même à peu près abordé le problème. Et donc, il me prescrit un fluidifiant. Voilà que j'allais prendre, je crois, jusqu'à ma 30e semaine ou ma 32e semaine, je ne me souviens plus. Dans tous les cas, je ne suis même pas arrivée jusque-là puisque finalement, mon bébé est né de manière prématurée. En fait, il nous a dit que c'était pour éviter d'autres risques de fausses couches, que ça se passe bien. La grossesse a été très suivie, super médicalisée, comme vous pouvez imaginer. Mais j'ai très tôt commencé à manifester des symptômes de prééclampsie. Et malgré tous les traitements qu'ils ont donnés, ils nous ont donné 2 médicaments carrément pour la prééclampsie, pour lutter contre l'hypertension gravidique, mais rien n'y faisait. J'avais des protéines dans les urines à un niveau élevé. Ma tension montait, voulait pas s'arrêter. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient et à un moment, le bébé ne grandissait plus dans mon ventre. À l'échographie morphologique, il y avait des problèmes. Donc, à mon 5e mois, ça n'allait pas. Et puis, ça n'allait tellement pas qu'ils ont pensé qu'il y avait peut-être une malformation et que mon bébé était peut-être trisomique. Et on nous a envoyé dans un autre centre de référence à Rome faire voilà, des échographies un peu plus poussées, des analyses. Et voilà, ils nous ont proposé d'interrompre la grossesse à 5 mois, en tant que dans le délai légal, parce qu'ils disaient que le bébé était trisomique, qu'il n'aurait pas tenu, aurait eu des problèmes. Nous, on leur a dit non, on ne va pas interrompre notre grossesse, on va garder notre bébé. On a signé la décharge. On s'est tenu notre bébé, mais quelques semaines, donc oui, au 5e mois en tout cas, ça n'allait tellement pas qu'ils ont été obligés donc de m'hospitaliser. Et donc, je vais passer environ 2 mois en hospitalisation pour aider le bébé à grossir et pour surveiller de près la prééclampsie qui était vraiment juste incontrôlable, quoi. Je ne me souviens pas des médicaments qu'on donne pour la prééclampsie. Si vous avez besoin du nom des médicaments, je vais regarder dans mes fiches de grossesse. Et en tout cas, ils ont dû nous donner 2 médicaments. 2. Un qu'on ne devrait même pas donner aux femmes enceintes et un autre qui est préconisé pour les femmes enceintes avec la prééclampsie. Mais rien ne marchait et je gonflais à vue d'œil. Je prenais environ 800 à 900 grammes chaque nuit. Donc, ça veut dire que mon foie, en fait, ne filtrait même plus bien. En fait, c'était une prééclampsie sévère. Et on était en train de tomber dans l'éclampsie, en fait. Et il était clair que j'étais en train de perdre le bébé. Et moi-même, j'étais à risque. J'étais à risque d'hémorragie cérébrale, de mort subite et tout. Et vous savez, le médicament pour la prééclampsie, quand ça ne va plus comme ça, c'est de faire accoucher la maman. Et comment est-ce qu'on allait me faire accoucher alors que j'étais qu'à 5 mois? Donc, c'est pourquoi on m'a hospitalisée pour me tenir de près là-bas et pour intervenir au cas où. J'ai fait pratiquement 2 mois à l'hôpital. Ça n'a pas du tout été bien.
Et c'était dur en tout cas. On me pesait, voilà, il fallait qu'on me pèse chaque matin. On pesait mes urines. On devait prélever mes urines dans une sorte de boîte. Et donc, les infirmières, les sages-femmes venaient mesurer mes urines. Je devais aussi surveiller la quantité d'eau que je bois, je devais noter. La quantité de pipi que je fais, je devais noter. Donc, c'était en fait comme ça pendant, tous les jours, pendant ces 2 mois d'hospitalisation, pratiquement. C'était ça. Surveiller les urines, surveiller ma tension artérielle, faire les échographies 2 fois par jour. Je sais qu'il y avait une échographie qui faisait le matin vers 5 heures. Après, j'étais au monito, j'étais branchée sur le monito toute l'après-midi parce qu'ils voyaient que le bébé se fatiguait. On savait pas si... Bon, c'était elle, mais là, à ce moment, on savait pas que c'était une fille puisqu'elle avait les jambes croisées tout le temps. Elle se voyait pas. Et une autre échographie en soirée, les va-et-vient des médecins dans ma chambre. On devait me peser chaque matin aussi. On devait me peser à jeûne chaque matin. Et chaque matin, on se rendait compte que je prenais entre 800 grammes et 1 kilogramme chaque jour. Donc, imaginez, en très peu de temps, j'ai pris 36 kilogrammes. Alors que jusque-là, jusqu'à mon 5e mois, ça allait, quoi. Donc, ça, c'est les effets de la prééclampsie. Voilà les conséquences qu'elle peut avoir quand elle est grave comme ça. Et je faisais des œdèmes généralisés. C'était pas que les jambes, hein. C'était carrément le visage, les doigts, le cou. Et si vous appuyez là sur ma peau, ça vous faisait un gros trou qui restait là quelques secondes avant de se relâcher. Donc, c'était vraiment une prééclampsie qui était allée à des niveaux assez sévères. On versait vers l'éclampsie. Et je vous disais en fait que scientifiquement, là, le seul médicament dans des cas comme ça pour résoudre la prééclampsie, c'est de faire accoucher la maman. Mais le bébé, si le bébé sortait à ce moment, le bébé n'était pas viable en fait. Et l'enjeu aussi, c'était de faire prendre un peu de poids au bébé parce que le bébé ne grossissait plus dans mon ventre, quels que soient les efforts qu'on fournissait. Et il y avait un problème avec son fémur qui n'était pas à la taille normale et on continuait à penser que c'était un enfant trisomique. Eux, ils me disaient que j'avais tort de pas, voilà, signer les papiers pour interrompre la grossesse. Donc, ça a vraiment été un moment, un moment difficile. Ça a vraiment été un moment difficile. Et en fait, il nous disait chaque jour de passer est un jour de gagner. Donc, on vivait au jour le jour. Monsieur Miam était à la maison qui s'occupait de bébé 1. On avait des amis italiens qui nous donnaient un coup de main. Et puis, on avait aussi une babysitter, voilà, qui passait de temps en temps et tout ça, puisqu'il lui aussi devait aller au travail. Et ben moi, j'étais à l'hôpital. Ça a été vraiment difficile. Sans, vous imaginez, sans votre famille, sans votre réseau d'amis, sans bah, rien du tout. On était, voilà, dans cette situation-là. Il lui arrivait d'arriver des soirs à l'hôpital, de rester avec moi, et bébé 1, et puis de rentrer. Donc, c'est des semaines où j'ai passé le temps à beaucoup pleurer, à beaucoup espérer, parce que du coup, les médecins me disaient qu'on ne pouvait pas se projeter et on ne pouvait pas me dire est-ce que le bébé aurait tenu, est-ce qu'elle n'aurait pas tenu, comment ça se serait terminé. Eux, ils nous ont juste dit qu'ils allaient essayer de repousser l'échéance au plus tard possible, quoi, pour donner vraiment les chances au bébé, voilà, d'être viable, d'avoir moins de problèmes au moment où on la sortirait de mon ventre. Et bon, jusque-là, on sait toujours pas si c'est une fille ou si c'est un garçon parce qu'elle croise les jambes. Je vous dis elle parce que bon, c'est une fille, mais on l'a su qu'après. Et donc finalement, il arrive qu'un matin, là, vers 5 heures, au monitoring, l'enfant ne réagit pas au monito, elle réagit pas bien. Du coup, échographie, elle réagit toujours pas bien. Il est 5 heures, donc ils me disent appelez votre mari parce qu'on va vous emmener au bloc d'un moment à l'autre. Et voilà. Ils nous ont dit qu'ils devaient nous emmener au bloc d'un moment à l'autre. On est à quoi? 30, 31 SA. Ouais, on est à 31 semaines, je crois. Parce qu'après, la datation n'était même pas exacte. Donc, ils hésitaient, est-ce que 31, est-ce que 33? On ne savait pas trop. Du coup, la datation n'était vraiment pas exacte parce qu'ils nous avaient dit qu'il y avait forcément une erreur d'environ 3 semaines dans cette datation-là. Du coup, je ne saurais pas vraiment vous dire combien de temps est-ce que notre bébé avait. Et en tout cas, on tournait autour de
31, mais avec une marge de 2 ou 3 semaines en plus, 2 ou 3 semaines en moins sûrement. Voilà. Et donc, j'ai pas, même pas eu le temps de l'appeler pour qu'il arrive, que eux, ils m'avaient déjà transféré au bloc opératoire. Et voilà, il fallait m'opérer en urgence parce que ça n'allait pas. Elle ne réagissait pas dans le ventre, en fait. Elle réagissait plus. Et quand ils m'ont opéré, de ce qu'ils nous ont raconté après, bah, c'est elle est sortie en état de mort. Ils ont réanimé sans succès. Et là, il fallait déclarer l'heure du décès du bébé, du coup, parce que voilà, si vous faites un enfant mort-né, il faut déclarer, voilà, et tout, il faut faire toutes les déclarations. Et pendant qu'ils sont en train de faire ces déclarations, il y a une néonatologue qui s'acharne sur le bébé. Elle refuse de laisser partir ce bébé. Elle insiste avec les manœuvres de réanimation. Et on a des signes d'un bébé qui revient à la vie. Et du coup, assistance respiratoire, intubation, couveuse, néonatologie. Donc voilà, en gros, thérapie intensive néonatale, soins intensifs en néonatologie. Donc le bébé, voilà, elle a eu toutes les manœuvres de réanimation, elle a été intubée. Ils ont fait un tas de choses en gros. Là, je vous le dis parce que bon, eux, ils me l'ont dit après, hein, donc. Mais moi, je savais pas, j'étais pas au courant, quoi. Mais j'étais déjà pas au courant, comme je vous disais, parce que, comme j'étais en train de vous dire là, parce que la césarienne ne s'est pas bien passée pour moi. Donc, mon mari m'a juste dit qu'il était inquiet parce que, voilà, il s'attendait, en gros, au bout d'une vingtaine de minutes là-dedans, que eux, ils seraient sortis pour lui dire, écoutez, votre bébé est né. Bon, on savait bien que ça aurait été un bébé prématuré qui serait allé directement en soins intensifs, en néonatologie. Mais même ça, il n'a pas eu. Donc, il a quand même commencé à tiquer. Quand il a vu plus d'1 heure, il s'est dit, bon, ben déjà, ma première césarienne, en 35-40 minutes, c'était terminé. Mais il a vu plus d'1 heure passer, 1 heure et demie. Et du coup, il leur a demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Ma femme, elle est où? Qu'est-ce qui ne va pas? Et là, personne ne lui disait rien. Donc, ils se sont passés plusieurs heures. Et on m'a ramené ensuite en salle de réveil de ce qu'il m'a raconté. Ils lui ont dit qu'il y a eu des complications. Et voilà, ils lui ont raconté aussi ce qui s'est passé avec le bébé. Du coup, on lui a demandé d'appeler ma famille, en tout cas nos proches, vu que ça ne semblait pas bien se passer et qu'on ne savait pas comment les événements, voilà, quelle tournure les événements auraient pris. Donc, il a contacté ma soeur, mon père. Puis, de toutes les façons, je ne sais pas si je vous avais déjà fait part de ce que j'avais subi, entre guillemets, de ma famille, des sœurs de ma mère, mes tantes maternelles qui avaient saboté mon mariage et fait plein d'horreurs. Donc, il était hors de question de toute façon qu'ils les préviennent, mais il avait quand même prévenu mon père et ma sœur. Voilà. Il avait prévenu ces deux personnes et une autre tata pour que, au moins, si jamais, que ces personnes soient au courant que les choses se passaient mal. En salle de réveil, de ce que moi je me souviens, lui il m'a raconté après que je délirais un peu quand j'essayais de me réveiller. Je lui disais, mais comment va le bébé? Le bébé va bien, ça va, le bébé est vivant et tout. Après, je me réveille encore, je lui fais la même chose. Comment va le bébé? Je suis désolée. Je crois que c'était l'effet de l'anesthésie et que je suis dans un délire pas possible. Mais moi, à un moment, je me souviens quand même que je commence à lui dire, mais pourquoi est-ce que vous m'avez plongé dans de l'eau chaude? Il me dit, mais arrête, il n'y a pas d'eau chaude ici. Et je lui dis, non, mais vous m'avez plongé dans l'eau chaude, je comprends pas, mais ça chauffe. Pourquoi vous m'avez fait me coucher dans de l'eau chaude? Ça chauffe, c'est tiède, mais c'est chaud en même temps. Et en fait, j'étais en train de perdre du sang, beaucoup, beaucoup de sang. Et ils s'en sont rendus compte, je me souviens du son des machines qui ont commencé à signaler tant, 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 tant. Et il y avait plein de médecins qui sont arrivés. Je me souviens me demander en italien, dove vai? Dove vai? Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas? Stai qui, dove vai? Et je me souviens d'un médecin qui m'a donné vraiment une claque, mais la claque de ma vie, quoi. Bam! Et peut-être qu'il essayait de me faire revenir. Bon, après, je me souviens juste que j'étais comme dans un nuage, j'avais envie de dormir, et c'était tellement doux, et puis je me souviens plus de rien. Voilà. Après, je me ressouviens de nouveau que la nuit est tombée, il considérait comment m'emmener en salle opératoire à 6 heures et quelques.
Et moi, je me souviens que je me réveille dans une chambre d'hospitalisation normale, en maternité normale, à la tombée de la nuit. Il est quoi, quelque chose comme 18-19 heures, parce qu'on est en plein hiver aussi. En hiver, la nuit tombe tôt, donc je suppose qu'on est autour de 18-19 heures. Et donc, quand je leur demande, ils me disent non, en fait, je suis sortie. Je suis finalement sortie de là à 17 heures et poussière. Et ils m'ont ramené en haut. Sauf qu'entre-temps, après, moi, je me souviens plus de rien parce que j'ai fait un coma. Et j'ai fait un coma, je sais pas combien de temps ça a duré. En gros, bref. Le jour où je reviens à moi, je prends des nouvelles de mon bébé. Est-ce que mon bébé va bien? J'ai une gentille infirmière qui vient me faire les soins. Elle me dit, ah, t'es réveillée, ça va. Ton bébé est magnifique, elle s'accroche à la vie. Franchement, elle est très combative. Je crois savoir d'où elle a pris sa force. Et tout est une force de la nature. Et en fait, elle m'a tellement rassurée, tellement... Et puis, ils ont appelé mon mari, il est arrivé. Voilà, je bénissais le ciel d'être encore compté parmi les vivants. Je ne savais pas combien de temps, combien de jours tout ça avait duré. Et je demandais juste si moi, je pouvais enfin sortir, moi aussi, des soins intensifs pour voir mon enfant. Et là, il m'a dit, ok, j'ai des photos, mais voilà, faut pas que tu aies peur, parce que c'est pas le bébé comme tu imagines et tout. Donc, il m'a montré les photos. C'était pas joli. C'est des photos qu'on n'arrive pas encore à montrer. C'était comme un petit bébé extraterrestre, un petit oiseau. Je voyais des veines qui passaient. Il y avait encore tout le duvet sur la peau. Euh, il y avait plein de trucs qui n'étaient pas encore complets, quoi. Mais c'était normal, puis c'était un bébé prima. Donc, il m'a montré des photos et des vidéos qu'il a pu faire devant la couveuse et tout ça. Mais voilà, elle avait plein de tubes, plein de tuyaux. Elle était branchée à plein de trucs. On pouvait pas encore voir ses yeux du coup parce qu'elle avait les yeux encore bandés, ils avaient mis des trucs, voilà. Et puis elle avait un tube puisqu'elle respirait pas de manière autonome. Donc pour moi ça a été vraiment, je, je sais pas, j'étais perdue. Mais voilà, en même temps j'étais reconnaissante parce que j'étais vivante, ma fille était vivante, notre situation était critique, c'est vrai. Mais on est entre de bonnes mains, les médecins sont en train de faire le maximum pour qu'on s'en sorte. Voilà. Et je crois que quelques jours après, on a pu m'emmener sur une chaise roulante. On a pu m'emmener en néonat, en soins intensifs néonat pour que je la voie. Et c'était notre premier contact. Euh, Puis au fur et à mesure, hein, les choses évoluaient. Un matin, ils nous ont dit que je pouvais mettre la main dans la couveuse pour la caresser. Donc ça a été un long processus que que je vais prendre le temps de vous raconter dans une prochaine vidéo parce que sinon ça va faire très long. Mais voilà en gros comment ça s'est passé pour nous. Du coup, ne me demandez pas comment elle a été nourrie jusque-là, vu qu'elle était intubée, elle était dans plein de trucs. Donc, je suppose qu'ils l'ont nourrie avec des liquides, des solutions. De toute façon, elle avait des problèmes de déglution. Voilà, elle ne pouvait pas déglutir et tout ça. Voilà, et puis ils nous ont informé au bout d'un moment que au fur et à mesure que les choses se seraient améliorées pour elle, moi j'aurais pu commencer à tirer mon lait au fur et à mesure que les semaines passaient pour donner à leur banque de lait pour qu'eux ils mettent au frigo pour le moment venu donner à mon bébé. Voilà. C'était un démarrage, voilà, coriace pour ma fille parce que du coup c'était une fille. C'est une fille, voilà, qu'on a comme bébé 2. Et le bébé 1, c'est un garçon, vous le savez déjà. Et c'est aussi un début difficile, relation mère et fille, parce que moi, dans ma chambre d'un côté, elle en néonat d'un autre. Au bout d'un moment, moi, j'ai pu sortir de l'hôpital, mais pas elle. Elle devait rester là-bas pour qu'ils prennent bien soin d'elle, pour qu'elle grandisse. Bon, ça va faire l'objet d'une autre vidéo, parce que cette vidéo-là, elle est très longue. Voilà, donc le résumé de cette vidéo, c'est que avant d'avoir le retour de couche, après la troisième fausse couche, on n'a pas eu de retour de couche, on a découvert que j'étais de nouveau enceinte et que c'était des jumeaux. Un bébé était dans l'utérus et un bébé était extra-utérin. J'ai eu une intervention
pour retirer la grossesse extra-utérine. Et heureusement, l'autre grossesse a pu tenir. Et voilà. À bientôt.